Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'exécutif au pied du mur après l'explosion de violence et le saccage des Champs-Élysées. Le gouvernement cherche de nouvelles solutions. Édouard Philippe doit annoncer de nouvelles mesures sécuritaires d'ici quelques instants. Vous l'entendrez dans cette édition. Et ces événements interviennent après l'adoption par le Parlement de la proposition de loi anti-casseurs. Ce texte attend le feu vert du Conseil constitutionnel pour entrer en application. Aurait-il permis d'éviter ces incidents? Le décryptage dans cette édition. La loi mobilité demain en séance au Sénat sur fond de crise des Gilets jaunes. Cette loi a pour ambition de développer un réseau de transport pour tous sur l'ensemble du territoire, en développant notamment les alternatives à la voiture et en déployant un plan vélo. Le débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi pour les réactions des sénateurs à ces annonces d'Édouard Philippe. On retrouvera Tam Tranui depuis la salle des conférences du Sénat dans notre multiplex à suivre. « 48 heures après les violences et les pillages des Champs-Élysées, l'exécutif promet donc de nouvelles mesures sécuritaires. Il faut dire que c'est toute l'organisation des forces de l'ordre qui fait débat. Laurent Nunez admet un échec et des dysfonctionnements. Cécile Sixou. Après les violences, la réponse du gouvernement, Emmanuel Macron, mis sous pression après les saccages de ce week-end, veut frapper fort. Il a réuni ce matin plusieurs de ses ministres à l'Élysée, une réunion dont devraient sortir plusieurs propositions. Parmi les pistes envisagées, le gouvernement pourrait accélérer la loi anti-casseurs, déjà votée mais pas encore appliquée. Autre proposition, interdire les manifestations sur certaines zones et plus précisément sur les Champs-Élysées dévastés après l'acte 18 des Gilets jaunes. Le gouvernement pourrait également revoir l'organisation du maintien de l'ordre pour comprendre pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas réussi à empêcher les casseurs d'agir ce week-end. Enfin, certaines personnalités pourraient être remplacées comme Michel Delpech, le préfet de police de Paris dont le nom circule car il aurait sous-estimé les besoins pour le maintien de l'ordre. Et premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur En Marche de Paris, Julien Bargeton. Il est avec vous, Tam Tranui, pour une première réaction. Julien Bargeton, comment expliquer pour vous que l'acte 18 des Gilets jaunes ait dégénéré à ce point samedi dernier, et notamment avec ces images que l'on a vues des Champs-Élysées? Est-ce qu'il y a eu des défaillances dans la chaîne de commandement? Ce à quoi nous avons assisté samedi dernier, ce ne sont plus des revendications, ce sont des dévastations. Et la première responsabilité appartient à ceux qui se livrent à ce genre d'actes, de pillage, de destruction, d'incendie, et qui en plus appellent à continuer. J'entends encore des leaders qui disent ça va être encore plus grave la prochaine fois. Donc pour vous, les manifestants sont complices des violences, tous ceux qui sont dans la rue en ce moment? Ceux qui étaient là pour casser et ont insisté, soit ont participé, soit ont laissé faire. Donc nous ne sommes plus dans une phase de revendication sociale, nous sommes là dans une phase de destruction. Il faut bien sûr tirer les conclusions de ce qui s'est produit. Il y a eu des dysfonctionnements, même si la responsabilité appartient d'abord à ceux qui appellent à manifester sans déclaration, sans parcours, sans service d'ordre. Au niveau de l'État. Et donc, dans le maintien de l'ordre, en tout cas, il faudra regarder précisément ce qui s'est passé. Il y a sans doute des décisions à court terme à prendre sur l'organisation du dispositif et puis peut-être à moyen terme sur la doctrine du maintien de l'ordre. Et moi, je suis preneur de toutes les idées, d'où qu'elles viennent. En France, on protège d'abord les personnes et puis parfois ça aboutit à la destruction des biens. Il faut regarder ça, mais par exemple, le CRS qui maintient l'ordre, ce n'est pas celui qui peut faire l'interpellation et le procès-verbal si on veut judiciariser. Donc, appliquons la loi anti-casseurs, j'espère qu'elle sera validée par le Conseil constitutionnel, et puis regardons s'il faut faire évoluer la doctrine, par exemple en matière de formation des personnels, mais aussi des instructions qui leur sont données. Julien Bargeton, est-ce que pour vous, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ou encore Michel Delpech sont fragilisés par cette situation? Peuvent-ils rester en place? Je parle à la fois du préfet de police de Paris et du ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas polémiquer sur les personnes, ce n'est pas le sujet. Ça n'est pas à la hauteur.
le sujet réel, c'est de voir comment on fait évoluer le maintien de l'ordre. Vous savez, ceux qui critiquent aujourd'hui une forme de laxisme sont les mêmes qui attaquaient en disant « Oh là là, il y a des violences policières, il y a des blessés ». Il y a une forme de schizophrénie de l'opposition à dire un jour on va trop loin dans le maintien de l'ordre et le lendemain on ne va pas assez loin. Moi je suis encore une fois, s'il y a des changements à apporter à cette doctrine, apportons-les, mais regardons ce qu'on doit faire précisément. Il faut sortir un peu parfois des phrases faciles qui consistent à dire on va tirer sur la foule ou je ne sais pas, n'importe quoi. Juste pour conclure, faut-il le retour de l'état d'urgence pour vous? On sait que ça peut être une discussion qui peut être ouverte et que certains de la commission des lois au Sénat se la posent. Moi je vais écouter ce que disent les oppositions quand elles sont constructives. On l'a fait sur la loi anti-casseurs, on a repris en le modifiant une proposition qui était d'ailleurs celle de l'opposition de droite. Donc je crois qu'il faut être sérieux, ouvert, mais reconnaître en fait quelles sont les vraies responsabilités. Il est irresponsable d'appeler à manifester dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Julien Bargeton, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et vous venez d'en parler avec votre invité, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, seront d'ailleurs auditionnés demain au Sénat. Audition à suivre sur notre antenne en direct à partir de 16h15. Alors, dans ce contexte, les forces de l'ordre ont-elles été moins offensives samedi? Ont-elles utilisé, comme précédemment, les LBD, ces fameux lanceurs de balles de défense très controversés et que les sénateurs communistes souhaitent interdire? Élément de réponse avec Aurélien Romano. Les LBD, responsables de plusieurs blessés lors des précédentes manifestations, ont été moins utilisés samedi. Unanimité sur ce constat, mais divergence sur le pourquoi. Selon le syndicat Alliance, les cartouches des lanceurs de balles de défense étaient plus faibles samedi, des chargeurs moins puissants, donc moins efficaces contre les casseurs. Des instructions ont-elles été données par la hiérarchie? Pour le ministère de l'Intérieur, cette question relève d'une enquête interne. Mais le ministre trouve une autre explication, la polémique autour de l'utilisation des LBD. Il faut savoir aussi le dire à votre antenne. Est-ce que, et on le sait parce qu'on l'a constaté, on a eu beaucoup moins de tirs de LBD. Est-ce que c'est parce que on a eu un travail de sape, et je pèse mes mots, un travail de sape, qui a conduit peut-être les fonctionnaires de police et de gendarmerie à plus de retenue? La polémique sur les LBD, dites-vous, aurait pu affaiblir les forces de l'ordre? Bien sûr, on a constaté que les policiers et les gendarmes étaient dans une grande retenue, alors même qu'il n'y avait pas d'instruction. Ce travail de sape, c'est celui, d'après Laurent Nunez, des groupes politiques et organisations internationales ayant demandé l'interdiction des lanceurs de balles de défense, comme la Ligue des droits de l'homme. L'avocat Ariel Halimi demande des précisions sur ces LBD. Quand on aura vu ces chiffres, quand on aura vu les circulaires, on pourra rediscuter pour voir si ça peut avoir une incidence sur le maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est juste de la parlotte de M. Nunez qui se fait taper dessus par tout le monde, parce qu'ils sont totalement incompétents. Il y a vraiment une incompétence crasse du ministère de l'Intérieur s'agissant du maintien de l'ordre. Un constat partagé par les sénateurs du groupe CRCE. Ce groupe avait déposé une proposition de loi d'interdiction des LBD qui a été rejetée. L'accusation lancée par Laurent Nunez est un écran de fumée pour les sénateurs communistes et écologistes qui dénoncent surtout l'inaction de l'exécutif face aux groupes radicaux appelés Black Blocs et l'absence de réponse politique au mouvement. Et justement, sur ce point, la présidente du groupe communiste au Sénat, la sénatrice de la Seine-Saint-Denis, Éliane Assassi, est à votre micro, Tam Tranui. Éliane Assassi, tout d'abord, votre réaction à ce reproche adressé par les syndicats de police au gouvernement. Ils jugent que la portée des lanceurs de balles de défense a été amoindrie et que c'est là l'une des raisons pour lesquelles ça a dégénéré samedi. Écoutez, on en revient au débat que nous avons eu ici au Sénat avec notre proposition de loi pour interdire l'usage de cette arme. Je crois de toute façon que, j'ai entendu moi aussi les policiers, ils sont favorables au maintien de cette arme. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que pour l'instant, il n'y aurait pas d'armes disponibles qui remplaceraient les LBD. Donc il revient à celles et ceux qui ont en charge la sécurité dans notre pays et par ailleurs la sécurité des policiers, de réfléchir à une arme alternative au LBD 40 qui, tout le monde le dit, je ne vais pas répéter, l'ONU, le défenseur de droit, que c'est une arme dangereuse. Et justement, mais les forces de l'ordre disent, eh bien, nous n'avons pas d'autres armes. Et justement, toutes ces sirènes d'associations du défenseur des droits, du groupe communiste, eh bien, tout cela, ça nous a empêchés de travailler. Écoutez, on vit en démocratie. Je suis tout à fait charmée d'entendre dire que c'est à cause des sénatrices et des sénateurs communistes qu'ils n'auraient pas pu utiliser le LBD 40. Soyons sérieux.
Soyons sérieux. La manifestation de samedi dernier s'est mal passée. Il y a un problème au niveau de la hiérarchie, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit politique dans notre pays. D'ailleurs, le secrétaire d'État chargé de la sécurité l'a reconnu lui-même. Laurent Nunez, c'est un échec. Donc concentrons-nous là-dessus sur les raisons de cet échec. Parce que croyez bien que je suis parmi les premières à regretter tous les actes de violence qui se sont produits samedi dernier, comme lors des précédentes manifestations. Donc il faut bien apporter des réponses. Et s'il y a eu des failles, il faut répondre justement, trouver des alternatives, enfin des solutions plus exactement, aux failles qui se sont produites dans la hiérarchie, dans les postes de commande, que sais-je. Voilà, donc on le sait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le préfet de police de Paris peut rester à sa place? On va trouver un fusil. Mais est-ce que la réponse à ce qui s'est passé samedi, c'est simplement, excusez-moi de l'expression, de dégager M. Delpech? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut revoir la doctrine du maintien de l'ordre dans notre pays. C'est ce que j'ai proposé le 7 mars dernier. Et je pense que ça ne se décrète pas sur le coin d'une table, mais que ça se travaille, y compris avec les organisations syndicales, policières. Oui, bien évidemment, mais c'est pas une chose nouvelle. Les violences dans les manifestations, elles durent depuis plusieurs mois. Donc on le dit. Et la seule issue à ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, c'est une réponse politique. Qu'attend le gouvernement, qu'attend le Premier ministre pour donner des premières réponses aux revendications qui ont été posées par les Gilets jaunes? Plus on attend, plus on va aller vers une escalade de la violence. Et je le répète, croyez bien que je le regrette, je suis vraiment quelqu'un qui est contre tout acte de violence. Vous entendez justement ces Gilets jaunes qui disent il faut casser pour se faire entendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pas un argument. Non, moi je suis pas dans le mais. Je suis pas dans le mais. Je suis contre les actes de violence. Il revient. C'est de la responsabilité. Ne leur a pas donné raison justement en bougeant au mois de décembre après plusieurs semaines où il y a eu de la casse et de violence. En tout cas, il ne leur a pas donné de réponse. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse aux revendications, donc il faut aller vite. Alors, je sais bien le débat national, mais il s'est dit des choses durant le débat national. On aurait pu quand même dessiner les prémices de solutions apportées aux revendications des Gilets jaunes. Il n'y a strictement rien. Et moi, j'ai des doutes sur les réponses qui pourraient être apportées et quand elles vont être apportées. J'attire l'attention, plus on attend, plus malheureusement on risque d'aller vers une escalade de la violence. Et je le redis, je le regrette. Bien, merci beaucoup Éliane Assassi pour votre réaction. Merci à vous. Merci beaucoup Tam pour cette réaction en direct. Alexandre Poussin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Alexandre, journaliste au pôle parlementaire de Public Sénat. Je le disais en titre, ces événements interviennent quelques jours seulement après l'adoption définitive par le Parlement de cette loi anti-casseurs. Elle est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que cette proposition de loi aurait pu éviter ces incidents samedi ? En tout cas, ce texte aurait pu augmenter la prévention de telles violences, puisque cette proposition de loi renforce le pouvoir préventif du préfet. Avec ce texte, le préfet peut autoriser le contrôle des effets personnels aux abords des manifestations. Il y aurait donc pu y avoir samedi des fouilles de manifestants à l'entrée des Champs-Élysées. Le préfet aurait aussi pu interdire certains individus de manifester de manière préventive et toutes les personnes interdites de manifestation pourront être regroupées dans un même fichier. Cette loi prévoit aussi, Alexandre, des sanctions beaucoup plus dures contre les auteurs de ces violences. Et oui, avec ce texte, les casseurs des Champs-Élysées seraient passibles de peines plus lourdes. La dissimulation du visage dans une manifestation devient un délit, passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Le champ d'application de l'interdiction de manifester a été étendu à tout jet de projectiles dans ces manifestations et également à la participation à une manifestation illicite. Et enfin, avec ce texte, l'État pourra poursuivre les auteurs de ces violences, poursuivre aux civils pour qu'ils réparent les dommages causés aux victimes. C'est la logique du casseur-payeur. Alors le Conseil constitutionnel, je le disais, a été saisi, mais pour le moment, cette loi n'est pas appliquée. Elle ne peut pas l'être d'ailleurs. Non, pour l'instant non. La saisine du Conseil constitutionnel suspend l'application de cette loi. Les sages de la rue Montpensier ont 1 mois pour décider si ce texte est oui ou non conforme aux libertés publiques et au droit de manifester. Ils pourraient censurer certaines mesures, mais une fois leur décision prise, cette loi devra être appliquée dans 1 mois normalement. Mais dès aujourd'hui, le président de la République peut demander un examen en urgence sous 8 jours. C'est prévu par la Constitution. La loi anti-casseurs pourrait donc être appliquée d'ici 2 semaines pour l'acte 20 des Gilets jaunes. Ça pourrait faire partie effectivement, Alexandre, des mesures annoncées par Édouard Philippe. On attend le Premier ministre qui doit s'exprimer d'ici quelques instants lors d'une conférence de presse. Merci Alexandre. En attendant, le Sénat a pris les devants. Il exige des explications sur la situation. Dès demain, les ministres Christophe Castaner et Bruno Le Maire sont convoqués pour une audition. Alors que peut-on en attendre? Élément de réponse avec Quentin Calmé.
De l'aveu même des sénateurs, cette audition s'annonce très musclée. Ils seront jusqu'à 100 parlementaires, issus de la Commission des lois et de la Commission des affaires économiques du Sénat, à faire face à Christophe Castaner et à Bruno Le Maire. Après les violences de samedi, les présidents de ces commissions ont décidé dimanche d'interroger le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie sur les moyens mis en place pour faire face à ces troubles et sur les conséquences de ces nouvelles dégradations sur la situation du commerce et de l'attractivité économique de notre pays. Nous allons poser au Sénat les questions que les Français se posent. Les images que nous avons vues des scènes à Paris samedi après-midi ont profondément choqué nos concitoyens. Et donc nous avons beaucoup de questions sur la manière dont les forces ont été dirigées, les consignes qui leur ont été données, et puis d'autres questions pour que ce type d'événement n'arrive plus. De nouvelles auditions, plus de 3 mois après une première convocation de Christophe Castaner et de son secrétaire d'État Laurent Nunez. Ils étaient alors venus s'expliquer sur les violences lors de l'acte 3 des Gilets jaunes. Ils nous disaient déjà on va prendre des mesures fortes, on va prendre des décisions. La preuve en est, c'est que zéro efficacité. Il y a manifestement une carence de gestion du maintien de l'ordre public avec cet accroissement des violences de gens blessés comme on n'en a jamais eu dans notre pays et une impuissance à arrêter un nombre finalement limité de casseurs. Des sénateurs de gauche qui entendent également dénoncer les choix économiques du gouvernement lors de cette audition qui s'annonce particulièrement tendue. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. 2 sénateurs parisiens. Philippe Dominati, bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur LR, face à vous. Rémi Féraud, sénateur socialiste de Paris. Bonjour. Également sur ce plateau, Benjamin Morel, bonjour. Docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes chargé d'enseignement en droit public à l'Université Paris 1. Merci d'être avec nous. Et puis Emmanuel Rivière est également sur ce plateau. Bonjour. Bonsoir, vous êtes directeur général France de Kantar Public. Je le disais, on attend les annonces, la réponse de l'exécutif à ces violences sans précédent. Est-ce qu'elles auraient pu être évitées, Philippe Dominati, samedi, selon vous? Très probablement, parce que ce n'est pas la surprise là, qui domine. C'est le 18e week-end, je crois, où il y a ce genre de contestation, de manifestation et de violence. Et Paris a déjà été saccagé avant Noël, l'Arc de Triomphe. En réalité, on pensait que ça pouvait servir de leçon, qu'on allait trouver des réponses, que les ministres allaient trouver des réponses, que le préfet de police allait trouver une réponse. On n'a eu de réponse ni d'une part ni d'autre part. Et donc c'est tout à fait inacceptable. C'est un problème de commandement. À quel niveau il se situe, c'est déjà la première question. En tout cas, il y a des responsabilités. Moi, je suis de ceux qui disent que depuis longtemps, les Parisiens sont victimes dans la politique sécuritaire de l'inefficacité de la préfecture de police. Je crois que c'en est une malheureuse démonstration. Rémi Féraud, votre réaction, est-ce que ces événements auraient pu être évités? On sait que Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a admis un échec, voire des dysfonctionnements. Ils auraient pu être évités en grande partie et ils auraient dû l'être. D'autant que ça n'était pas une surprise. Moi-même été invité à une réunion à la préfecture de police vendredi après-midi, annonçant que la journée du lendemain était attendue comme de l'ordre du 1er ou du 8 décembre. À l'évidence, il n'est pas normal qu'il y ait eu autant de Black Blocs venus de toute l'Europe qui soient présents dans ces manifestations. Le choix aussi des lieux, d'un dispositif très statique. Je sais bien que c'est facile de donner des leçons en matière de maintien de l'ordre, que c'est très difficile, qu'il faut aujourd'hui faire totalement évoluer la doctrine française qui n'est plus adaptée. Mais enfin, ça fait en effet, comme le dit Philippe Dominati, 18 samedi, c'est absolument incroyable qu'on soit arrivé à ce niveau de dégâts qui est encore plus important qu'au mois de décembre. Ça pose une responsabilité énorme pour le gouvernement, même si nous devons rappeler à la fois notre soutien aux forces de l'ordre et notre condamnation des casseurs et de tous ceux qui les accompagnent dans leur casse, parce que malheureusement, en effet, sur les Champs-Élysées samedi, ceux qui manifestaient ou qui étaient là étaient largement complices des casseurs lorsqu'ils ne participaient pas eux-mêmes à la casse. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État lorsqu'il dit tous ceux qui étaient présents sont finalement complices de ces violences, de ces pillages? De la part du chef de l'État, nous n'avons pas besoin de ces rodomontades permanentes. Nous avons besoin de réponses politiques. Mais oui, à l'évidence, samedi dernier, pas à chaque manifestation, mais samedi dernier, sur les Champs-Élysées, il y avait une tolérance pour la violence qui était très largement partagée. Et ça se voit dans tous les reportages des médias. C'est très inquiétant. Benjamin Morel, Rémi Féraud parlait de la réponse politique. Elle était là avec ce grand débat qui a pris fin vendredi. Et finalement, eh bien pour le gouvernement, c'est un énorme échec.
Si vous voulez, en tout cas, c'est une mauvaise sortie du grand débat. C'est-à-dire qu'on pensait que ce grand débat allait justement permettre de calmer la colère. C'était son objectif, en tout cas. C'était comme ça qu'il était vendu par le gouvernement. Le fait est que ces images qu'il était censé faire oublier, eh bien, se sont réimposées aux yeux de tous et qu'on a l'impression que ces derniers mois n'ont servi à rien. Alors après, il faut nuancer, évidemment, qu'il peut y avoir une sortie politique à la crise et qu'il y avait relativement peu de personnes sur les Champs-Élysées par rapport au premier samedi et que ces gens-là, notamment ceux qui étaient les plus violents, sont des Black Blocs, des anarchistes, des gens qui en fait de toute façon ne peuvent être contentés par les apports du grand débat ou par les apports d'ailleurs de toute politique démocratique républicaine classique. Toutefois, on voit que la séquence politique qui avait été celle du grand débat pour Emmanuel Macron, aujourd'hui semble avoir pris fin, qu'il faut pour lui rapidement en sortir et que les solutions qui pourront y être apportées risquent d'être fragilisées si jamais on a encore des samedis comme ça. Alors Benjamin Morel, on parle des solutions apportées par Matignon, on va peut-être en savoir plus puisque le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime. Il y a eu cette réunion ce matin autour du chef de l'État avec la garde des Sceaux, Laurent Nunez, Christophe Castaner et puis autre ministre. On écoute tout de suite le Premier ministre, on reviendra sur ses annonces après. Le président de la République a demandé au gouvernement d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Permettez-moi d'abord un court rappel des faits. Après les événements du 1er décembre, le gouvernement a mis au point une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre pour s'adapter à l'évolution et à la radicalisation des manifestations. Cette stratégie a permis d'obtenir des résultats dès le 8 décembre et les semaines qui ont suivi. Toutefois, l'analyse en profondeur des événements survenus à Paris samedi dernier montre que cette stratégie n'a pas été correctement exécutée et que la conduite des opérations a connu des dysfonctionnements dans certains quartiers. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utiles en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Les policiers et les gendarmes que j'ai rencontrés me l'ont pourtant dit. Il ne s'agissait pas de manifestants, mais d'émeutiers, se regroupant sous forme de Black Blocs, dont l'unique intention était de piller, d'incendier, de détruire, de blesser. Et en incendiant, ils ont même pris le risque de tuer. Ces actes sont des actes criminels. La réponse du gouvernement doit donc être forte. Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Nous voulons bien entendu continuer de protéger le droit de manifester. Samedi, 145 000 personnes en France, dont 36 000 à Paris, ont manifesté pacifiquement pour le climat. Et nous voulons évidemment qu'il en demeure ainsi. Comme aujourd'hui, lorsqu'une manifestation sera régulièrement déclarée et pacifique, les forces de l'ordre l'accompagneront en liaison avec le service d'ordre des organisateurs. Il n'y aura, s'agissant de ces manifestations, rien de changé. En revanche, nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultras et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Cela se fera naturellement en concertation avec les maires concernés. Je recevrai demain Anne Hidalgo, la maire de Paris, et le ministre de l'Intérieur recevra demain Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi. J'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain qui doivent être à Paris placées sous un commandement unifié
est doté d'une large capacité d'initiative. En transformant, c'est le deuxième point, les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, dotés d'une capacité de dispersion et d'interpellation pouvant être engagés dès les premiers troubles. En recourant, c'est le troisième point, à des moyens nouveaux, les drones, les produits marquants, l'utilisation des moyens vidéo à des fins de manœuvre et de judiciarisation. En améliorant enfin la manœuvre judiciaire, nous placerons davantage d'officiers de police judiciaire au plus près des unités de terrain et nous mobiliserons des moyens supplémentaires de transport pour regrouper les personnes interpellées. Nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens juridiques disponibles. Dès sa promulgation, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations permettra de renforcer les contrôles aux abords des manifestations, de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre des éléments les plus violents, de placer en garde à vue et de poursuivre les personnes qui dissimulent leur visage. Chacun peut aujourd'hui mesurer l'utilité des dispositions que le Parlement a adoptées et j'ai demandé à ce qu'elles soient immédiatement mises en œuvre dès l'entrée en vigueur de la loi. Je ne confonds pas les casseurs et la très grande majorité des Gilets jaunes qui d'ailleurs ne manifestent plus aujourd'hui. Mais j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser, tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités. Nous avons organisé un des plus grands débats que ce pays ait connu. Ce n'est pas un hasard si les casseurs se remobilisent alors que le débat est un succès. Ce que veulent ces gens, ce n'est pas le dialogue. Leur seule revendication, c'est la violence. Les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs. J'ai donc demandé à la garde des Sceaux d'augmenter très nettement le montant de la contravention encourue en cas de participation à une manifestation interdite. Un certain nombre de personnalités, et je mets personnalités entre guillemets, ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Enfin, samedi, à Paris, 27 commerces ont été pillés et 124 dégradés. À Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Saint-Étienne, dans bien d'autres villes encore, trop de commerçants, depuis mi-novembre, ont vu leur outil de travail saccagé. Un plan de soutien a été décidé et j'ai demandé au ministre de l'Économie et des Finances de le renforcer. Il reçoit en ce moment même les représentants des commerçants. Par ailleurs, j'ai demandé à l'agent judiciaire de l'État de rechercher systématiquement la responsabilité financière des fauteurs de troubles. Cette nouvelle stratégie se traduira par des mouvements à la tête de la préfecture de police. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République nommera préfet de police M. Didier Lallemand, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Le ministre de l'Intérieur lui adressera une lettre de mission claire et il lui reviendra de nous proposer rapidement les changements nécessaires dans son équipe. Un dernier mot pour nos forces de l'ordre, pour nos sapeurs-pompiers, dont je veux à nouveau saluer l'engagement et le professionnalisme. Je sais qu'en leur demandant plus de mobilité, nous les exposerons à des contacts plus durs. Je veux leur dire que leur protection sera notre priorité et fera partie intégrante de notre plan et des manœuvres qui seront envisagées. Je sais pouvoir compter sur eux et je sais que même sous la pression, ils continuent de faire preuve de maîtrise et d'exemplarité. J'attends que le pays tout entier se regroupe derrière eux. Je vous remercie. Voilà pour cette déclaration d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a donc annoncé que plusieurs manifestations seront interdites dès le week-end prochain dans 3 grandes villes
Paris, Bordeaux et Toulouse, là où il y aura des éléments les plus ultras. Peut-être une réaction des parlementaires avant de vous donner la parole, Emmanuel Rivière. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux, ce que vient d'annoncer le Premier ministre, selon vous? Nous verrons, parce que la question, ce n'est pas seulement d'édicter des mesures, c'est de les faire appliquer. Et il n'y a rien de plus difficile que d'empêcher la tenue d'une manifestation interdite. C'est en effet très compliqué puisque les organisateurs, pour la plupart des cas, c'était le cas d'ailleurs samedi dernier, ne déclarent pas de manifestation. Donc la capacité d'empêcher les attroupements dans l'intention de commettre des délits existe bien sûr dans le code pénal, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Je dirais qu'il y a une forme de réveil, là, on le sent dans l'interview. Tardif, Rémi Féraud, un réveil tardif. Ça fait 3 mois, quoi. Donc, de toute façon, depuis le départ, et politiquement et en termes de maintien de l'ordre, le pouvoir est toujours en retard. Voilà. Cet incendie n'aurait jamais dû se propager ainsi. À l'automne, nous étions avec d'ailleurs des visions différentes. Des parlementaires, je pense au Sénat, et de droite et de gauche, à dire que ça n'allait pas du tout dans la discussion du budget. Voilà, l'incendie est parti. Aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à l'éteindre malgré le grand débat et tout en étant parfois assez content de lui. On verra bien samedi prochain. Je crois que nous devons tous aussi être responsables parce que nous sommes tous inquiets pour notre pays. Philippe Dominati, tout l'enjeu, ça sera de pouvoir interdire effectivement ces manifestations. Rémi Féraud l'a rappelé, c'est quasiment mission impossible, puisque par exemple, samedi dernier, eh bien, cette manifestation n'était pas... Non, c'est une question de crédibilité et de respect du pouvoir, de la manière dont il applique les décisions. Le Premier ministre signale une loi que le gouvernement a rejetée dans un premier temps, la loi anti-casseurs, qui a été faite au Sénat. Elle a été rejetée par le gouvernement et devant l'expérience des faits, finalement, elle a été reprise par la majorité présidentielle, votée à l'Assemblée nationale et maintenant le Premier ministre demande presque l'urgence pour l'appliquer alors que ce gouvernement l'a rejetée il y a peu de temps. Donc voilà, je dirais un changement d'état d'esprit. Mais est-ce qu'il y a vraiment compréhension du phénomène? Ça, c'est un autre problème. Deuxièmement, il annonce le remplacement du préfet de police, qui, je crois, est une bonne chose, parce qu'effectivement, beaucoup d'hommes responsables se demandaient pourquoi le gouvernement ne prenait pas un certain nombre de mesures adéquates pour que les hommes à la base, ceux qui sont commandés au cœur des manifestations, ceux qui prennent des coups, puissent comprendre les ordres qu'on leur donne. Il faut que la hiérarchie soit respectée. Ce n'était pas le cas à Paris. Il y a beaucoup de choses qui, en termes de sécurité, ne fonctionnent pas à Paris. J'espère que c'est effectivement un début de réponse pour résoudre un problème qui dure depuis trop longtemps. Maintenant, on va le voir, le débat est public. Nous rentrons également dans un débat institutionnel sur le Grand Paris, sur le pouvoir de la préfecture de police, sur les municipales. Les Parisiens sont excédés. Ça, c'est clair, ils sont excédés, il faut que ça change. Emmanuel Rivière, qu'est-ce que vous inspire cette séquence? On le voit avec des annonces faites dans la précipitation, encore aujourd'hui par le gouvernement. En fait, le gouvernement et la majorité ont été mis dès le début de cette affaire devant une difficulté qui était de constater que ce pays soutenait le mouvement des Gilets jaunes tout en étant évidemment choqué par les violences en remontant à celle du 1er décembre. Et on voit bien que la difficulté ne s'est pas résorbée. C'est-à-dire que c'est effectivement beaucoup plus simple pour parler à l'opinion publique, pour s'exprimer, d'être manichéen et de dire il y a ceux qui se comportent bien et ceux qui ne se comportent pas bien. Mais en l'occurrence, il a essayé de le faire d'ailleurs en dissociant les violences du mouvement des Gilets jaunes. Non sans raison, puisque de toute évidence, il y avait effectivement une plus forte concentration d'activistes ultra-violents qui n'en ont effectivement rien à faire du grand débat. Et d'ailleurs, dont il était prévisible que un succès du grand débat, si tant est qu'il y en ait un, leur disconvienne et qu'ils réagissent par la violence. La réalité, elle est tout autre et spécifique à ce mouvement, c'est que sur les Champs-Élysées, il y avait aussi des gens qui sont dans la prolongation des gilets jaunes. Et pour cause d'ailleurs, parce qu'il suffit de mettre un gilet jaune pour être un gilet jaune. Vu qu'il n'y a pas de carte d'adhésion, il n'y a pas de syndicat professionnel du gilet jaune qui dit qu'il n'y est, qui ne pas. Et toute l'ambiguïté est là. C'est comment dire, on vous comprend, on est dans une forme de compassion, on vous écoute, on vous donne la parole, tout en étant dans une doctrine dure du maintien de l'ordre. Alors après, il y a des éléments techniques. Il y a quand même un changement de la part du gouvernement, Emmanuel Rivière, puisqu'il y a cette notion de complicité, tous ceux qui manifestent.
manifestent sont complices de ces violences. C'est ce qu'avait dit le chef de l'État samedi soir. Et à contrario, on comprend, parce qu'on voit bien les réactions que ça pourra susciter, parce que vous savez, la majorité des Français sont choqués par ces images de violence. Une partie d'entre eux disent « Oui, mais où est la responsabilité? Est-ce qu'il n'y a pas des provocations de la part des forces de l'ordre ?» Une autre se dit « Bon, oui, il y a des violences, mais c'est normal, on ne nous écoute pas, on nous méprise, etc. » Donc, c'est forcément, le gouvernement se met un petit peu en danger en disant aux gens « N'allez pas manifester », et d'autant plus en danger parce qu'il sait que ce sera mal ressenti, et que jusqu'à présent, les gilets jaunes, dans cette acception très large, acception large du terme, ont fait à peu près toujours le contraire de ce qu'on leur disait de faire. Donc il y a ce double danger aussi. Alors on va continuer ce débat, mais on retourne à la salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Trani. Vous êtes avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Roger Karoutchi, votre réaction à cette intervention d'Édouard Philippe, notamment, il a annoncé le limogeage du préfet de police. Le fait est qu'il y a eu des défaillances dans la chaîne de commandement. Oui, sans doute. Sinon, il n'y aurait pas eu ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées. Mais est-ce que c'est le limogeage du préfet de police et son remplacement qui change la donne? Non. Moi, je serais tenté de dire, depuis 2 jours, on attendait des mesures fortes, des mesures extrêmement lourdes, après ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées dans toute la France. Je suis un peu déçu, c'est tout ça pour ça, si j'étais shakespearien, ou beaucoup de bruit pour rien. Parce que franchement, nous dire on va augmenter les contraventions, tous ceux qui étaient là étaient en délit, puisque par définition les manifestations n'étaient pas autorisées, eh bien on attend de voir les poursuites, on attend de voir les mises en cause des responsables gilets jaunes, des responsables politiques qui appellent à la violence, qui appellent à marcher sur l'Élysée, qui appellent au trouble général et à l'insurrection. Quand est-ce que ces gens vont être mis en cause? On attend, parce que pour le moment, ça fait des mois qu'on le dit et ça fait des mois qu'on nous regarde. Et quant à la loi anti-casseurs que nous avons votée au Sénat, qui est envoyée par le président de la République et par certains parlementaires de gauche devant le Conseil constitutionnel, on est ravis d'apprendre maintenant que si elle avait été en application tout de suite, elle aurait été... L'exécutif attend la mise en place mais on est cette content, loi, merci. J'espère que l'exécutif va dire merci une fois de plus au Sénat, mais en attendant... Ça ne suffit pas, on voit bien que l'ampleur de tout ça nécessite des mesures beaucoup plus fortes. Faut-il rétablir l'état d'urgence? Faut-il faire en sorte que les manifestations soient interdites, pas sur certains quartiers, mais sur l'ensemble de la capitale? Pour vous, la réponse est oui. Bon, évidemment oui. Enfin, quand on dit on va interdire les quartiers les plus touchés, on va interdire les Champs-Élysées autour de l'Élysée? Comme ça, ils pourront aller tout casser à République ou à Bastille. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il faut interdire les manifestations, et interpeller ceux qui appellent sur les réseaux sociaux à des manifestations interdites, illégales, non autorisées. Quand est-ce qu'on va rétablir l'ordre? On entend également Édouard Philippe qui dit qu'il faut renforcer la fermeté de la doctrine de maintien de l'ordre. Là aussi, pour vous, ça ne suffit pas, il faut changer la doctrine La doctrine du maintien de l'ordre qui consiste à dire que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de se frotter, entre guillemets, aux manifestants, ça me laisse extrêmement sceptique. Parce que la renforcer, certainement, mais enfin, les casseurs doivent avoir peur d'une charge de police. S'ils n'ont pas peur que la police intervienne pendant qu'ils cassent les vitrines parce qu'ils savent que les policiers ne veulent pas aller au contact, on a un problème. Alors, je ne sais pas, faisons confiance à la police. C'est la police de la République, à la gendarmerie. C'est la gendarmerie de la République. Les casseurs, ce n'est pas les casseurs de la République, c'est les casseurs anti-républicains. Finissons-en. Justement, là, que pensez-vous de toute la polémique qui est née sur l'usage des lanceurs de balles de défense, alors que la police dit on nous a donné des lanceurs bridés, on nous a dit de moins les utiliser à cause de toutes les polémiques qui ont été suscitées ces derniers jours? C'est absurde. À un moment, vous avez des casseurs qui viennent avec des armes, qui viennent pour tuer du flic. Et de l'autre côté, vous dites aux policiers, alors non seulement vous n'utilisez pas vos armes, les armes létales, non, mais même les lanceurs, même les LBD, il ne faut surtout pas les utiliser, au moins les utiliser. Qu'est-ce qu'ils fassent? Il faut qu'ils aillent dans les manifs face aux casseurs avec leurs mouchoirs. Enfin, à un moment, ça va rétablir l'ordre, ça a des conséquences. Les casseurs doivent savoir qu'ils prennent des risques. Est-ce que vous jugez que Christophe Castaner a failli dans sa mission de ministre de l'Intérieur? Moi, je ne porte aucun jugement sur le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il a fait, il n'a pas fait le job? Attendons d'avoir les résultats. On a jugé que le préfet de police n'avait pas fait le job. Le Sénat entendra demain et Castaner et Bruno Le Maire. Il y aura des questions à Castaner sur la doctrine du maintien de l'ordre, la réalité du maintien de l'ordre à Paris et dans l'ensemble du pays. Il faudra répondre.
Mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité politique maintenant du gouvernement. Le gouvernement, le président de la République sont chargés du maintien de l'ordre et de l'ordre républicain dans ce pays. Oui ou non, est-ce qu'on va retrouver des samedis normaux? Oui ou non, est-ce que les citoyens de la République, les 67 millions d'habitants, sont pris en otage par 40 000 gilets jaunes? Oui ou non? Voilà. Merci beaucoup, Roger Carucci, pour votre réaction. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction en direct. Benjamin Morel, une des annonces fortes cet après-midi, c'est donc interdire ces manifestations. Il y aura, je cite, un des éléments les plus ultra. On sait que Emmanuel Macron lui-même a saisi le Conseil constitutionnel sur cette proposition de loi anti-casseurs, sur ces articles qui concernent l'interdiction administrative prononcée par le préfet de manifester. Est-ce qu'on va pouvoir, selon vous, eh bien justement interdire des manifestations sans porter atteinte au droit de manifester en France? Bon, déjà, il y a deux si vous voulez. Le premier si, c'est est-ce que cette loi anti-casseurs rentrera en application pour les prochains samedis? Ça, c'est pas évident. Il faut quand même laisser au Conseil constitutionnel le temps de délibérer, d'autant que c'est pas simple. Ensuite, est-ce que cet article 2 que vous évoquez, c'est-à-dire cet article qui permet de prononcer des interdictions administratives, va passer la barrière du contrôle de constitutionnalité? Ça, c'est loin d'être certain, parce qu'en effet, la question de la liberté de manifester semble heurter quelque peu les principes qui sont énoncés dans l'article 2, donc il va falloir voir. Dans tous les cas, c'est tout de même très compliqué, parce que interdire des manifestations qui n'ont pas été déclarées, en soi, ça pose un certain nombre de problèmes et ce ne sera peut-être pas, dans ce que vient d'annoncer Édouard Philippe, la chose la plus efficace. Au contraire, peut-être, c'est-à-dire que si jamais demain les Gilets jaunes voulaient déclarer une manifestation, là, ils seront encouragés à ne pas le faire parce qu'Édouard Philippe leur dit « nous ne vous autoriserons pas ». Donc on risque au contraire d'avoir de tels mouvements comme on a connu samedi dernier facilités. Il y a deux autres types d'annonces dans ce qu'a dit Édouard Philippe qui, pour le coup, peuvent par contre permettre au moins de commencer à sortir de la crise. La première, et ça il l'a dit, et je pense que c'est important, il a dit qu'il y allait avoir vraiment un intérêt de l'État pour ces groupuscules d'extrême gauche. Mais là, on a en effet perdu beaucoup de temps pendant il faut les dissoudre, c'est clairement ce qu'annonce le gouvernement. Oui, si vous voulez les dissoudre, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils se reforment et qui plus est, ce n'est pas une association de loi 1901. Vous ne dites pas « je suis un black bloc, voulez-vous bien, monsieur le préfet ?» Non. Voilà, si vous voulez, la dissolution n'est pas la solution. Mais en revanche, on a des services de renseignement qui se sont intéressés aux groupuscules d'extrême droite, aux groupuscules islamiques, mais qui souvent ont oublié justement cette partie de l'échiquier politique qui posait problème. Il y a un vrai travail qui doit être fait pour savoir qui pose problème et comment est-ce qu'on peut contrôler ça. Ensuite, il y a tout de même une volonté de dissuasion, c'est-à-dire dire on augmente les amendes, dire vous êtes complice. Je suis d'accord avec Emmanuel, pour tous ceux qui soutiennent les Gilets jaunes, très clairement, c'est un mauvais message. En revanche, pour ceux qui seraient tentés éventuellement de venir dans ces manifestations, ça peut malgré tout être une forme de dissuasion. Est-ce que ça sera payant? Avec un message aussi, Rémi Féraud, à ces personnalités, je cite, qui encouragent ces manifestations. Et il y a certainement des personnes qui se sentent visées parmi les personnalités politiques. Qu'en pensez-vous? Il y a une responsabilité effectivement collective pour revenir à un ordre républicain. Je ne crois pas que le Premier ministre visait des personnalités politiques. Moi, je m'étonne que depuis des semaines, l'article 40 n'ait pas été utilisé pour traduire devant la justice... suite à elle d'en décider, un certain nombre de personnes qui, sur les réseaux sociaux, sur YouTube particulièrement, sur les grands médias de plus en plus, appellent à l'insurrection, se réjouissent de dégradation, menacent de mort parfois un certain nombre de nos concitoyens. Il faut voir ce qui circule avec des gens à visage découvert. Je m'étonne que cela n'ait pas été fait depuis un moment parce que pour le coup... les textes existent, il y a une espèce d'appel à l'insurrection qui finalement on laisse faire et je suis surpris parfois des propos qu'on peut entendre notamment sur les chaînes d'information en continu. Ça pose quand même beaucoup de questions sur l'état du débat dans lequel est aujourd'hui notre pays. Ça montre à quel point d'ailleurs on a besoin peut-être du grand débat, mais aussi de corps intermédiaires. Rémi Féraud, l'usage des LBD a aussi été pointé du doigt. Il y a eu des consignes inappropriées. C'est comme ça aussi que justifie c'est quand même un peu bizarre, la situation. C'est
pas les oppositions qui décident des consignes. Donc visiblement, on est passé d'un usage excessif, ou souvent d'ailleurs inapproprié, par des policiers qui n'avaient pas forcément la maîtrise, à un usage insuffisant. C'est ce que nous dit. Il n'y a pas une part de responsabilité, notamment du Sénat. On sait que les mais communistes voulaient interdire justement leur utilisation. C'est ce que ce qui me paraît le plus intéressant dans ce qu'a dit le Premier ministre. Il n'est pas que des questions de texte, il y a aussi des questions de mise en œuvre. Donc sur le renseignement et éventuellement des interpellations préventives sur des groupes radicaux d'ultra-gauche, il y a eu du retard qui a été pris, mais ce n'est pas un problème de nouveaux textes, c'est un problème de pratique. Là, le Premier ministre parle de drones, de produits marquants, etc. Je pense qu'il y a là aussi des progrès à faire en termes de technique. Samedi, à l'évidence, c'est le gouvernement lui-même qui le dit, le dispositif policier était à la fois très statique et très cloisonné entre les différents corps de police, de gendarmerie. Préfet de police, voilà, échanger, je pense que c'était un peu inévitable, mais ça ne résoudra pas la question. Et cette question du commandement, d'ailleurs... Elle sera posée à Christophe Castaner, on disait, le ministre de l'Intérieur. Tout ça, c'est plus de la mise en œuvre que des textes. Voilà. Demain. On va parler aussi de l'impact économique sur les commerces à Paris avec vous, Tam Trani, puisque vous êtes aux côtés de Catherine Dumas, c'est votre collègue sénatrice LR de Paris. Catherine Dumas, tout d'abord, votre réaction à ce nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes qui a été marqué par la casse et par les pillages, notamment à Paris et sur les Champs-Élysées. Une fois de plus, la violence a déferlé sur Paris pour la 18e fois, donc c'est quand même énorme. Et l'autorité de l'État a en effet été complètement foulée aux pieds, avec, comme vous l'avez dit, des pilleurs, des casseurs, des gens qui volent, qui détruisent, qui mettent le feu. Pour vous, il y a de grands dysfonctionnements au niveau justement de l'État, de l'exécutif, dans la réaction aux Gilets jaunes ? Alors c'est vrai que j'attends de l'État une réponse ferme, mais c'est vrai que la situation que nous venons d'évoquer évoque en effet des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement, peut-être dans la façon dont la police a été armée également. En tout cas, oui, on attend des réponses. Avec des lanceurs de balles de défense, avec, paraît-il, des munitions avec une portée moindre par rapport à d'habitude. Tout à fait, c'est ce qu'on a appris et on se demande bien pourquoi. Alors Catherine Dumas, également, quel impact pour Paris et pour son image sur la plus belle avenue du monde ? Alors vous avez raison, il y a en effet un impact économique très fort. On sait que les 17, si je peux dire, premiers épisodes, 17 épisodes, ont fait un manque à gagner de 170 millions d'euros. Le 18e est aussi très conséquent. C'est évidemment des pertes de chiffre d'affaires pour tous les commerces. Je rappelle que 140 commerces ont été vandalisés. Des chiffres d'affaires également, ils ont été pillés, donc au-delà du chiffre d'affaires de la journée, c'est évidemment les stocks, c'est réparer les magasins. Certains sont entièrement détruits, on a vu les kiosques, terrible. On a vu aussi les dommages par exemple sur le Fouquet's. Tout à fait, des images terribles qui d'ailleurs défilent dans le monde entier. Il faut également remettre en état la voirie et ça va coûter très cher à la collectivité parisienne, donc aux Parisiens, et l'image elle-même de Paris est franchement écornée, et je dirais qu'au-delà de l'image de Paris, d'ailleurs, c'est l'image de la France qui est touchée. Demain, justement, sur cette dimension économique, Bruno Le Maire va être auditionné au Sénat. Ensuite, les sénateurs veulent entendre la Fédération des commerçants, les représentants des assurances. Que voulez-vous demander, notamment au ministre de l'économie ? Il faut que le ministre de l'économie prenne en compte l'ensemble des dégâts, comme je le dis, de cet épisode, mais également des précédents. Et c'est vrai que les commerçants sont à bout de souffle et ne pourront pas pour les commerçants, continuer. Tout à fait. Alors il y a des soutiens qui sont régionaux notamment, mais il faut que l'État absolument apporte un soutien parce que ce n'est pas possible. Mais je pense que la priorité, au-delà de ce soutien qui est indispensable, c'est d'apporter une réponse pour que cela cesse. Est-ce que, justement, pour vous, pour que cela cesse, il faut interdire les manifestations sur les Champs-Élysées ? Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat et qui d'ailleurs... de loi dite anti-casseurs. Exactement. Qui le prévoit. Le Sénat a fait son travail. Il a voté le texte conforme à celui de l'Assemblée nationale. Nous attendons que cette loi soit promulguée. Je regrette d'ailleurs qu'on perde un peu de temps avec une saisine du Conseil constitutionnel. Mais il faut absolument, et cette proposition de loi le permet, qu'on interdise les manifestations de gilets jaunes sur l'ensemble de Paris. Merci beaucoup Catherine Dumas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Merci beaucoup Tam et Emmanuel Rivière. Est-ce que le gouvernement va pouvoir regagner un petit peu d'oxygène avec ces annonces aujourd'hui? On voit que la séquence est compliquée avec demain le Sénat qui prend le relais avec cette double audition de Christophe Castaner et de Bruno Le Maire. Alors regardez un peu d'oxygène aujourd'hui, je ne crois pas du tout. Éventuellement dimanche matin. Les gens maintenant ils attendent des réponses sur preuve et pas dans des annonces. Ce n'est pas tout à fait la première fois depuis le début de ce mouvement qu'on voit des responsables politiques expliquer qu'on a bien compris et que maintenant ça allait plus être pareil. Je crois que voilà, un peu d'air, ce sera si effectivement samedi prochain et les suivants, on n'assiste pas à ces scènes-là. Effectivement, comme le disait Benjamin Morel, ça donne une tonalité différente de la sortie du grand débat, qui était en soi d'ailleurs toujours une difficulté, parce qu'il ne suffit pas que des gens soient allés dans des réunions publiques et contribuer, ce qui est très bien, parce qu'ils auraient pu boycotter tout ça. Il faut que le gouvernement soit en mesure de traduire cela concrètement. Ça reste, de mon point de vue, d'ailleurs, une des formes de réponse, parce que, comme Benjamin a commencé à le faire, si on quantifie, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont participé à des réunions ou qui ont répondu à des contributions, quelques milliers qui se sont manifestés comme cela a été fait. Toute la question, c'est, et c'est ça qui dira si le gouvernement retrouve de l'air, c'est comment va basculer l'opinion entre l'intérêt qu'on a manifesté pour le grand débat, mais un scepticisme sur ses sorties, et une forme de compréhension que l'on a à l'égard de ce mouvement, qui est le cœur de la question, d'ailleurs, pour poursuivre ce que disait Rémi Féraud. Dans quel pays est-ce qu'on trouve que c'est ça qu'il faut faire, dans les pays autoritaires, on voit des soulèvements populaires qui, effectivement, s'affranchissent des interdictions de manifester, vont en contact avec les forces de l'ordre. Et dans ces cas-là, on se trouve ça très bien. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est une démocratie. Mais on est une démocratie suffisamment malade pour qu'il y ait une partie de l'opinion qui dise encore aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Et là, il est le défi pour le gouvernement. Il est un défi colossal. Avec la violence vécue comme un mal nécessaire, Benjamin Morel, on peut sortir de ça ? Si vous voulez, en effet, je rejoins tout à fait ce que disait Emmanuel Rivière, c'est-à-dire qu'on avait des enquêtes d'opinion au mois de décembre et un peu novembre qui montraient qu'il y avait toute une partie de la population qui considérait la violence comme un mode d'action légitime. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Est-ce qu'on peut réintégrer une partie de ceux qui sont en rupture de banc avec le processus démocratique, on va dire traditionnel, dans ce processus démocratique à travers le grand débat? C'est une vraie question, surtout quand on voit aujourd'hui les caractéristiques sociologiques de ceux qui ont participé au grand débat, qui grosso modo sont les mêmes que ceux qui votent, et qui sont, qui plus est, les mêmes que ceux qui participent au mouvement politique, au mouvement associatif, etc. Donc on voit que ce grand débat, il a permis en effet une émulation parmi une partie de la population, mais que ceux qui ne se sentaient pas écoutés ne se sentent pas réellement plus écoutés aujourd'hui qu'au mois de décembre, qu'au mois de novembre. Donc là, il y a un vrai enjeu sur les sorties. Est-ce que les sorties les éléments de sortie, est-ce que les réformes qui vont être proposées vont permettre à cette partie de la population à nouveau de se sentir écoutée? Le paradoxe, c'est que justement, ce ne seront peut-être pas celles qui auront été suggérées par le grand débat. Donc là, il y a tout un enjeu, toute une difficulté pour le gouvernement. Il ne faut pas oublier que ça rentre également en opposition avec autre chose, qui est la campagne des européennes, qui, pour le gouvernement, en plus, implique de cliver pour conquérir son électorat. Bien, merci à vous, Benjamin Morel. Merci Rémi Féraud, merci Philippe Dominati. Merci Emmanuel Rivière. Vous parliez de réforme. Le Sénat se saisit demain de la loi mobilité, justement, dans ce contexte de crise des Gilets jaunes. Cette loi, elle doit permettre de réduire les inégalités territoriales en matière de transport. Mais selon les sénateurs, elle reste insuffisante, tant sur les déplacements à vélo que sur le financement. Alizée Boissin. Sur les transports de demain, les visions diffèrent entre gouvernement et Sénat. La Chambre haute, représentante des collectivités territoriales, est en première ligne. Le 6 mars, la Commission de l'aménagement du territoire a remanié le texte qu'elle jugeait incomplet. Au total, 240 amendements ont été adoptés, parfois à l'unanimité. Sur ce texte, les sénateurs dénoncent de nombreuses lacunes présentes dans la version du gouvernement, notamment sur le volet financier. On donne aux intercommunalités la compétence en matière de mobilité, c'est-à-dire en matière de transport, mais on ne leur donne pas les moyens d'exercer cette compétence. Et mettre en place des services de mobilité, des services de transport, ça coûte de l'argent. Et on sait très bien aujourd'hui que les collectivités n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à de nouvelles compétences. Donc on a à cœur de donner aux collectivités les moyens d'exercer cette compétence. Les sénateurs souhaitent que le milliard d'euros récolté grâce à la TICPE, cette taxe sur les produits énergétiques, soit entièrement consacré au portefeuille de la mobilité. Il s'agit d'un minimum pour les élus.
car les fonds sont encore loin de couvrir les investissements nécessaires à la rénovation des réseaux vétustes. Mais le Sénat a aussi ajouté d'autres points. Inciter au développement de nouvelles infrastructures dans les zones où les offres de mobilité sont rares. Favoriser les déplacements à vélo en créant un schéma national des routes pour bicyclettes. Créer des voies et places de stationnement pour véhicules à faible émission. Autre sujet manquant pour les sénateurs, l'avenir des petites lignes ferroviaires. Le texte sera débattu en séance publique à compter du 19 mars. Et avant d'en débattre avec mes invités, on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur RDSE de l'Essonne, Olivier Léonard. Oui, Olivier Léonard, le Sénat veut faire évoluer le texte, la loi LOM, sur la question des collectivités. Ces dernières doivent organiser les déplacements sur leur territoire, mais de quelle façon et avec quels moyens? C'est bien là ce qui est au cœur des inquiétudes. Écoutez, l'idée, c'est que, évidemment, on se retrouve dans une situation où les moyens qui sont donnés aux collectivités, ce soit ceux d'abord qu'on les écoute, et qu'on les écoute sur leurs propres revendications, leurs propres objectifs, c'est ce que leurs habitants leur demandent. Vous jugez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Écoutez, on va bien voir. Je pense qu'on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer, mais quand je vois ce qui est en train d'être imaginé, je le vois dans mon territoire. Les questions liées le territoire francilien, la Grande Couronne, qui est aujourd'hui totalement abandonnée et mal considérée au regard des enjeux auxquels elle est confrontée. Les zones périurbaines, pour vous, restent les parents pauvres, notamment, de ce projet de loi? Absolument, c'est-à-dire que les zones périurbaines, tout le monde pense uniquement à la province, uniquement, je dirais, aux banlieues, aux lieux les plus reculés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une agglomération comme celle de l'Île-de-France, une région comme celle de l'Île-de-France, vous avez des zones périurbaines qui sont reculées et qui ont les mêmes intérêts que celles dont je vous parlais en province. Justement, est-ce que vous pensez que le fait que la loi LOM soit d'abord examinée par le Sénat peut permettre d'infléchir le texte pour mieux prendre en compte les besoins des territoires? Écoutez, je crois qu'on a une qualité au Sénat, c'est qu'on a des gens qui connaissent bien le terrain. Ce sont des élus de terrain, ils ont tous été les uns et les autres, en général maires, responsables d'organisations locales. Et je crois que l'idée qui consiste à dire que nous devons, grâce à cela, montrer qu'on est aux côtés des citoyens qui demandent tout simplement de la proximité, tout simplement le fait qu'on n'oublie pas ni la province ni la banlieue. Qui ressort d'ailleurs du grand débat. Absolument, et on le voit bien. Il y a une stratégie en France aujourd'hui qui est celle de privilégier les hyper-centres-villes, que ce soit à Paris, mais souvent aussi en province, en oubliant qu'il y a des zones dites périphériques où il y a des gens qui vivent, où il y a des gens qui travaillent et où il y a des gens qui ont des difficultés. Un mot sur la principale inquiétude qui ressort du projet de loi LOM pour les sénateurs, la question du financement. On peut avoir un bon diagnostic, mais il manque toujours 500 millions d'euros. Écoutez, si on regardait l'argent qui est aujourd'hui investi dans le Grand Paris Express, on parle de 40 milliards d'euros, on se dit qu'on doit être capable de trouver de l'argent pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir des projets et en province et en grande banlieue, en région parisienne, avec la capacité effectivement de les financer. 40 milliards d'euros, vous imaginez. Donc je crois que les gens doivent connaître ces chiffres-là. Parce que sinon, on va leur expliquer évidemment que c'est trop cher, qu'on n'a pas d'argent. Mais en fait, il y a de l'argent. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Léonard, pour votre réaction. Je vous en prie. Merci à vous, Tam, et on va poursuivre ce débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Lorelai Limousin. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes responsable des politiques transport et climat au réseau Action Climat. Sur ce plateau, également, Jean Coldefy, vous êtes directeur du programme Mobilité 3.0 à ATEC ITS France. C'est un réseau de professionnels de la mobilité. Vous êtes ancien responsable adjoint du service mobilité urbaine à la métropole de Lyon. Bienvenue à vous. J'accueille également Yann Poinclou. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le PDG d'Oribaiki. Alors c'est une entreprise de vélo en libre service qui a été lancée en janvier. Et puis Philippe Watteau va également nous apporter son éclairage. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur général de VDECOM. C'est l'Institut français de recherche partenariale politique privée de formation dédié à la mobilité individuelle, décarbonée et durable, pour être tout à fait précise. Première question pour vous, Lorelai Limousin, puisqu'on voit un des objectifs de cette loi, c'est vraiment cette urgence climatique, environnementale qui nous appelle à nous déplacer différemment. Est-ce que cet objectif va être atteint à travers cette loi?
Alors, à ce stade, le projet de loi, nous semble pas répondre justement à l'urgence climatique. Il y a certainement des avancées, des bonnes choses dans ce projet de loi, notamment la généralisation de la couverture par les autorités organisatrices de mobilité des territoires. Mais quand on se projette dans l'avenir et dans la nécessité notamment de sortir des énergies fossiles, pour répondre au message qui est très clair, le message des scientifiques sur le maintien de la hausse des températures à 2 degrés et 1,5 degré autant que possible, on voit que ce projet de loi ne nous permet pas de sortir des énergies fossiles parce qu'elle ne donne pas les mesures qui permettraient d'une part de réduire la dépendance à l'automobile, au trafic routier même, dans le transport de marchandises, et d'autre part de vraiment valoriser, promouvoir des solutions alternatives de déplacement. Donc quand on regarde les scénarios de transition énergétique dans le secteur des transports, qui est, je le rappelle quand même, parce que c'est très important, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, 30% des émissions. C'est aussi une cause majeure de la pollution de l'air dont on sait qu'elle tue plus de 70 000 personnes de manière prématurée en France. Il y a 3 chemins pour mener la transition énergétique. Premièrement, éviter les déplacements inutiles, lutter contre l'étalement urbain, et là-dessus le projet de loi est plutôt muet. Deuxièmement, la performance énergétique, qu'elle soit renforcée soit par un levier technologique, soit par le changement des comportements comme le covoiturage. Un véhicule qui transporte 4 personnes est beaucoup plus efficace qu'un véhicule qui transporte 2 personnes. Et enfin, le report modal. Alternative pour que tout le monde puisse s'exprimer. Philippe Watteau, on est en plein mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement a du mal à s'en sortir. Cette question de la mobilité, elle est cruciale justement dans cette réduction de la fracture sur les territoires. La ministre parle, et bien que le manque de solutions dans certains territoires crée un sentiment d'injustice et une forme d'assignation à résidence. Ce sont ces mots. En effet, c'est une question absolument cruciale et il est absolument important que tous les acteurs se mobilisent pour faire avancer toutes les solutions qui sont opérationnelles sur le terrain. Et c'est vraiment une des vocations de VDCOM que de rassembler à la fois les industriels qui travaillent sur la mobilité, car on ne peut pas faire sans l'implication des industriels, qui soient constructeurs automobiles, équipementiers, opérateurs de transport. On a besoin de tous ces acteurs. Également un lien très fort et de plus en plus fort avec les territoires, qui sont eux qui connaissent les usages et les difficultés que rencontrent nos concitoyens chaque jour. Et c'est vraiment en travaillant tous ensemble et dans un cadre réglementaire comme la loi LOM que nous pouvons apporter vraiment des réponses très concrètes. On a bien vu un certain nombre de mesures qui peuvent apporter des réponses concrètes, notamment sur le premier ou sur le dernier kilomètre. On parle des navettes autonomes. C'est une des solutions qui permet de faire des raccords entre différents points du territoire qui aujourd'hui ne sont pas très bien connectés entre eux. Et donc il y a des nouveaux services véritablement aussi qui peuvent naître et des nouvelles filières. Aujourd'hui, on a en France à la fois une filière forte en automobile, une filière forte en infrastructure, une filière forte en télécommunications, et on a besoin de tous ces acteurs industriels, de toutes ces technologies pour vraiment réduire les inégalités au sein du territoire. Yann Poinclou, on sait que le vélo va jouer un rôle considérable dans cette loi, dans ces nouvelles mobilités, avec un plan vélo insuffisant, on dit les sénateurs. Ils s'inquiètent notamment bien du financement et puis de la construction d'infrastructures dédiées au vélo. Bonsoir. Et plein de financements concernant le vélo. Nous sommes une entreprise privée. Nous gérons donc notre activité sur nos fonds propres. Cela étant, je rejoins les remarques faites auparavant. Donc, si on parle de Paris et de ces villes limitrophes, il y a un réel problème. Il y a un besoin d'interconnexion. Effectivement, en dehors de Paris, les gens se sentent délaissés. Ils n'ont pas forcément les transports à disposition et encore moins le vélo en l'occurrence. Comme on le sait tous, il n'y a aucun opérateur aujourd'hui qui sait livrer, à déployer leurs services donc, sur la proche banlieue première, seconde et troisième couronne. Ce que nous nous efforçons à faire. Cela étant, les infrastructures ne s'y prêtent pas, et voire même très rarement du coup, puisqu'il n'y a pas forcément... il n'y a pas assez de pistes cyclables, Il n'y a pas assez de pistes cyclables, effectivement, et ça engendrait des problèmes de sécurité dans l'utilisation du vélo, avant toute chose. Est-ce que cette loi LOM, elle répond justement à ces difficultés? Il y a des efforts qui sont faits selon vous? Et il y a des efforts. Sont-ils suffisants? Je ne pense pas. Combien même je ne suis pas peut-être la personne la plus appropriée pour porter un jugement sur cette situation. Cela étant, lorsque j'observe qu'on va augmenter, on va tripler l'utilisation du vélo d'ici 2024, ça ne me semble pas être un challenge et bien trop pauvre dans la réalisation et dans l'objectif que l'on devrait pouvoir atteindre dans l'utilisation du vélo. C'est quoi l'objectif selon vous? J'ai
pas d'objectif prédéfini, mais le contexte actuel, si on reprend sur Paris, on observe que la ville se transforme autour du vélo. Si on parle de 2024, simplement de tripler l'utilisation du vélo, à savoir qu'il y a, si les chiffres sont bons, il y a 70% des trajets domicile-travail qui sont une distance inférieure à 3 km. C'est pas vrai. Ça me semble vraiment très pauvre en termes de challenge. Parce que là, on parle de challenge pour la mobilité de tout le monde et le bien-vivre des citoyens, aussi leur sécurité. Ça vous fait réagir, Jean-Paul Effy ? Non, le constat qui a été fait pendant les assises de la mobilité est quand même partagé. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des emplois qui se concentrent dans des grandes agglomérations. 90% des emplois créés les 10 dernières années l'ont été dans les grandes agglomérations. Un prix du logement qui a fait x3 au centre, aux hypercentres, et donc un éloignement qui s'en est en suivi des populations par rapport à leur lieu de travail. Et quand on regarde les services de mobilité alternatifs à la voiture pour relier les périphéries aux zones d'emploi des agglomérations, ils sont extrêmement faibles. Donc si les gens prennent peu leur voiture dans Paris, c'est parce qu'ils ont le réseau de transport le plus dense du monde. Et si les gens prennent énormément, les 3/4 des Français prennent leur voiture pour aller travailler, c'est parce que souvent, ils n'ont tout simplement pas d'alternative. Donc la vraie question demain, c'est comment je construis ces alternatives, comment je relie les périphéries aux agglomérations. Donc la LOM, elle offre des solutions, à la fois en termes de gouvernance, c'est une espèce de boîte à outils, donc c'est une loi qui est très technique, elle n'est pas facilement communicable, mais elle offre de vraies avancées. Il y a une question clé, qui est quand même celle du financement de ces alternatives. Voilà. Et là-dessus, en France, on a entendu, les sénateurs. Oui, mais les sénateurs, des collectivités territoriales aussi qui oui, mais en France, c'est pas des très grandes, oui. Forcément des très grandes infrastructures. Ce que j'évoque, c'est que je pense que ça passera par la route, si on veut, parce que la réforme de la SNCF, la remise à niveau de nos infrastructures ferroviaires, ça prendra une décennie. On ne va pas attendre une décennie parce qu'effectivement, l'urgence climatique, elle est là. Il nous faut des parcs relais assez loin des centres-villes, pour pas dire très loin. Je pense que sur Lyon, moi j'ai fait le calcul, j'ai regardé aussi en Ile-de-France, il faut multiplier par 40 ou 50 l'offre actuelle, 40 ou 50. Il nous faut des voies réservées pour que les gens puissent aller plus rapidement qu'en voiture solo pour le covoiturage et des cars express. Des cars express, ça veut dire des cars toutes les minutes, en heure de pointe, toutes les minutes, vous n'attendez pas. Tout ça vous fait gagner, 30 à 40 minutes par jour et 10 à 15 euros par jour. La question, c'est le financement de tout ça. Voilà. Et le financement, ce n'est pas toujours l'État. En France, on se retourne toujours vers l'État qui, par magie, aurait plus d'argent que les autres. En fait, non, il n'en a pas plus. De se tourner vers les collectivités territoriales l'État, qui s'inquiètent de cette situation. 300 milliards d'euros de recettes, 400 milliards d'euros de dépenses. Lorelai Limousin, on voit bien à travers tout ce qui a été dit aussi la difficulté d'avoir une offre à peu près semblable sur l'ensemble du territoire, avec toujours cette idée de fracture territoriale dont on parlait dans ce mouvement des Gilets jaunes. Elle est très présente. Est-ce que c'est une loi plus urbaine, cette loi LOM, où justement elle permet un petit peu d'absorber les différences, selon vous, sur tout le territoire ? La loi mobilité pour le gouvernement, je crois qu'elle a l'ambition de répondre à ces questions de fracture territoriale, mais je pense que ça a été souligné en effet plusieurs fois déjà. Il y a un manque de financement pour permettre vraiment ce désenclavement des territoires, et surtout, il faut nécessairement penser ce désenclavement de manière durable et soutenable pour qu'il soit aussi cohérent avec le contexte environnemental, climatique dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi on s'intéresse aussi de très près à la question des petites lignes ferroviaires, qui ne sont pas des petites lignes pour les usagers qui les utilisent tous les jours. Il y a eu une réduction de l'offre de manière importante ces dernières années, tant en termes de lignes de train fermées, de dessertes, d'arrêts et de fréquences. Donc ça a conduit des personnes à se rabattre finalement sur la voiture, et c'est ce qu'on redoute en fait avec l'absence de ressources. Privilégier les grands projets, le TGV au détriment des petites lignes. Pourtant, il y a toujours ces incertitudes sur ces petites lignes ferroviaires. Voilà, et il reste aussi des grands projets routiers qu'on aimerait voir abandonnés parce qu'ils ne sont tout simplement pas compatibles avec la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces projets routiers, ils induiraient une mobilité plus importante, donc des émissions plus importantes et en plus davantage d'artificialisation. Oui, un complément par rapport à la LOM. Un point très important, c'est vraiment l'ouverture aussi des données, un accès beaucoup plus important à toutes les données de mobilité. Et là, vraiment, nous, on voit une opportunité de croissance, de développement, de start-up qui peuvent, en analysant en profondeur les données, à la fois bien comprendre ce qui se passe pour proposer les meilleures solutions et aussi être en mode prédictif. On a aujourd'hui une start-up qui s'appelle Entropie, qu'on va lancer, qui est née de nos laboratoires de recherche et qui permet sur l'ensemble du territoire national de dire entre une ville A et une ville B, qui se déplace, pour quel motif, par quel moyen de transport et aussi de manière prédictive. Et là, vraiment, on va pouvoir coller
à la réalité pour offrir une nouvelle offre de service et mieux optimiser les moyens qui sont mis en œuvre par la puissance publique, qu'elle soit nationale, centrale ou qu'elle soit territoriale. Donc il y a des opportunités de développement grâce à la libération de la donnée. Est-ce que les Français ils sont prêts aussi à se séparer de leur voiture? Ça implique un changement de mentalité, une prise de conscience, Jean Coldefy. Alors moi, je suis aussi un élu d'une communauté de communes rurales. Il ne faut pas qu'on projette le fantasme, excusez-moi de le dire, parisien, d'hypercentre, dans des territoires où les situations sont tout à fait différentes. Des études du Conseil général pour l'environnement, de la Direction générale du Trésor, montrent que la voiture en zone rurale couvre 125% de ses coûts, c'est-à-dire qu'entre les taxes et y compris les coûts environnementaux. Alors qu'en zone urbaine, elle ne couvre que pas 20% de ses coûts. Donc, quand on augmente de manière uniforme l'essence, le prix de l'essence, les taxes sur l'essence en France, en fait, on fait une petite erreur, c'est qu'il y en a effectivement qui polluent beaucoup, pour les raisons que j'expliquais, parce que souvent, ils n'ont pas d'alternative. C'est en zone urbaine, alors que dans les zones rurales, la voiture, ce n'est pas vraiment un problème, c'est surtout une solution d'autonomie. Je reviens sur la question du financement. Il faut qu'on fasse des choix. Voilà, je trouve qu'on est un peu comme des adolescents qui voulons tout et son contraire. Ce que l'on finance d'un côté, on ne pourra pas le financer de l'autre. Je prends la question des petites lignes. Vous avez des cas patents. Il ne s'agit pas de faire rouler des trains en France, il s'agit de déplacer des personnes. Où on a remplacé des petites lignes ferroviaires très coûteuses à cause du système SNCF par des cars. Vous prenez entre Agen et Auch, on a multiplié la fréquence par 2. Le temps de parcours était le même, on a divisé les fonds publics par 2 ou 3. Donc si vous voulez, ça permet de remettre de l'argent ailleurs. Donc il faut qu'on fasse des choix en termes de financement. Et je le répète, la priorité pour la courte distance en zone urbaine, effectivement, c'est le vélo. Mais pour les périphéries, c'est le système que je décrivais qu'il faudra mettre en place. Alors, soit on le fait sur 30 ans, avec l'impôt, soit on fait participer l'usager, et là, on mettra 10 ans. Le GIEC dit qu'il faudra qu'on consacre 3% de notre PIB mondial, donc y compris au niveau de la France, pour réduire l'emballement climatique. Tout ça ne se fera pas sans effort. Eh bien, je le rappelle, cette loi L'Homme sera examinée à partir de demain en séance. Merci à tous les quatre. Merci d'être venus en parler sur ce plateau. Comme tous les lundis, c'est l'heure de votre rendez-vous, sénateur à domicile. Alors aujourd'hui, nous allons en Seine-Maritime, terre d'élection du socialiste Didier Marie. C'est un département qui prévoit d'accueillir un projet de parc éolien entre Dieppe et le Tréport, dans une zone contestée par les pêcheurs, inquiets des conséquences sur les ressources halieutiques. C'est un reportage de Fabien Recker. Les pêcheurs du Tréport affichent leur colère. Voilà 10 ans qu'un projet de parc éolien offshore, au cœur de leur zone de pêche, suscite la controverse. Le préfet vient d'accorder son feu vert au chantier. Une plateforme de forage a débuté ses travaux. Déjà, les pêcheurs affirment en subir les conséquences. Implanter des éoliennes de 200 mètres de haut, il faut des ancrages conséquents. Donc jusqu'à 70 mètres de fond, on fait des forages. À raison de 4 forages par éolienne, jusqu'à 70 mètres de fond. Et tout ça, ça fait un vacarme dans le milieu marin qui a atteint le milieu. Et ce que nos pêcheurs ont ressenti, c'est qu'ils n'ont pas pu pêcher à la hauteur de ce qu'ils pêchaient précédemment. Et ça, le promoteur, il conteste. Le promoteur, c'est Éolienne en mer, la société créée par Engie et d'autres investisseurs pour répondre à l'appel d'offres de l'État. Son projet, 62 éoliennes sur une zone de 82 km² pour une puissance de 500 MW, de quoi alimenter en électricité les 2/3 de la population de la Seine-Maritime. Là, vous avez le schéma qu'on avait imaginé au départ en 2013, donc c'est le schéma qu'on avait remis dans l'appel d'offres. Ancien président du département, le sénateur Didier Marie connaît bien le dossier. S'il dit comprendre les craintes du monde de la pêche, il juge néanmoins le projet nécessaire. La Manche est la mer la plus adaptée pour développer ce type de projet. On sait tous ici qu'il y a du vent, en particulier quand on est à Dieppe. Et il faut du vent pour faire tourner des éoliennes offshore. D'autre part, cela répondait aussi à une volonté d'améliorer le mix énergétique, de développer les énergies renouvelables. La France est en retard. Il faut donc aujourd'hui investir et avancer dans ce sens. L'élu avance aussi les retombées pour l'emploi local. Les éoliennes seront fabriquées au Havre. Le port de Dieppe accueillera la base de maintenance. Du côté d'éoliennes en mer,
on ne nie pas l'impact environnemental du projet. Il peut y en avoir notamment sur l'activité de pêche ou sur la ressource halieutique, principalement pendant la phase de construction. C'est là où il va y avoir des perturbations en mer. Et nous avons proposé donc plusieurs mesures qui permettent soit d'éviter, soit de réduire ces impacts. Je peux en citer deux à titre d'exemple. Par exemple, le bruit qui peut être produit pendant l'installation, on va le réduire par l'installation de rideaux de bulles qui vont confiner le bruit à l'intérieur de ce rideau de bulles qui va éviter comme ça ou limiter en tout cas sa propagation. Nous allons faire aussi un démarrage progressif des travaux pour que la faune puisse prendre le temps de s'éloigner de la zone. Un impact qui, selon le promoteur, devrait se résorber une fois les travaux finis, d'autant que les ouvrages dans la zone seront espacés au maximum afin de limiter les entraves à la navigation. Des arguments qui ne convainquent pas les pêcheurs, qui continuent de dénoncer le choix de la zone et un semblant de concertation de la part d'Engie et des pouvoirs publics. Bonsoir Didier Marie, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. On le voit à travers ce reportage de Fabien Recker, le rôle de la concertation. Est-ce qu'il y a eu un défaut de concertation pour faire accepter ce projet selon vous ? Écoutez, d'abord, il y a 4000 éoliennes en mer en Europe et 0 en France. Les gouvernements successifs ont fixé un objectif de 40% d'énergie renouvelable d'ici 2023. La question donc aujourd'hui de l'éolien offshore est clairement posée, il faut avancer. Maintenant, il y a eu 4 années de concertation avec études d'impact, enquête publique. On est arrivé aujourd'hui au moment où la préfète de région a pris l'arrêté permettant d'engager les travaux. La concertation doit continuer. Et les mesures... comprend l'inquiétude des pêcheurs. Ils disent cette zone, elle est très poissonneuse. Il y avait d'autres zones. Oui. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'autres zones non plus pour installer un parc éolien offshore de cette puissance-là, près de 500 mégawatts. Le concessionnaire a pris toute une série de dispositions pour permettre le maintien d'une activité de pêche. En même temps, il ne faut pas se leurrer, ça sera plus compliqué que ça ne l'était jusqu'à présent, et il faudra accompagner la filière. En même temps, celle-ci a bien d'autres soucis. Nous sommes en face de la Grande-Bretagne, le Brexit malheureusement risque d'arriver. Et aujourd'hui, les pêcheurs sur l'ensemble des eaux territoriales françaises, de Cherbourg jusqu'aux Hauts-de-France, cela représente grosso modo 20% de leur activité et 80% autres se trouvent ailleurs. Alors oui, il y a un problème avec la pêche, il faut les accompagner, mais il faut avancer sur le développement de l'éolien offshore. D'autant qu'il y aura un impact aussi positif avec des créations d'emplois dans une base de maintenance. C'est une vraie filière qui va être créée en Normandie. La Seine-Maritime est un département énergéticien avec 2 centrales nucléaires, une centrale à charbon qui d'ailleurs doit fermer. Et là, les éoliennes vont être fabriquées au Havre. 750 emplois pérennes vont être créés. 750 emplois vont aussi être créés pour installer le parc éolien. Et ensuite, plus d'une centaine pour la maintenance qui seront basés à Dieppe. Voilà, en termes économiques, c'est pour chaque parc éolien 2 milliards d'euros d'investissement, puis ensuite 2 milliards d'euros de retombées annuelles. Et c'est surtout de l'énergie propre, de l'énergie dont nous avons besoin pour l'avenir. Justement, un mot sur cette énergie, puisqu'on voit que l'éolien offshore, ça aiguise les appétits. Le dernier projet, notamment à Dunkerque, en est la preuve. Le prix de rachat de l'électricité a fortement baissé depuis 2012. Il y a la compétitivité, la compétition, justement, a permis une meilleure offre. C'est surtout le gouvernement qui a décidé de renégocier avec l'ensemble des concessionnaires les tarifs pour que le consommateur ne soit pas pénalisé. Dans le même temps, il fallait permettre aux opérateurs de trouver un juste équilibre économique. Je crois que c'est ce qui s'est fait. La concession va durer au minimum 25 ans et pendant ces 25 années, le prix de l'électricité ne devra pas trop fluctuer. En tout cas, s'il fluctue, ça ne doit pas être au détriment des consommateurs. Ouais. Est-ce qu'elle est maltraitée, cette filière offshore, notamment d'éolien offshore, dans la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, selon vous ? Je trouve qu'on a pris beaucoup de retard. Et qu'il va falloir le combler. Je ne suis pas sûr que les objectifs qui sont actuellement fixés par le gouvernement répondent à l'urgence et aux besoins. Nous sommes en pleine actualité des marches pour le climat. Eh bien, il faut entendre ce que nous disent nos concitoyens et il faut combler
le retard que la France a pris par rapport à ses partenaires européens. Puisqu'on voit bien, les professionnels réclament des appels d'offres réguliers pour une moyenne annuelle de 1000 mégawatts environ. On est à 500 € dans la trajectoire, 500 mégawatts. 500 mégawatts, on est bien en retard. Alors en Normandie, il y a 3 parcs qui démarrent, celui de Dieppe-le-Tréport, celui de Fécamp, les 2 en Seine-Maritime, et un autre au large de Courseulles. Voilà, on rentre maintenant dans la phase de travaux, enfin en tout cas on devrait rentrer rapidement dans la phase de travaux, mais d'autres appels d'offres doivent être lancés rapidement. Et moi je suis favorable au développement des énergies renouvelables et un peu plus sceptique quant au déploiement de nouveaux réacteurs nucléaires. On en parle aussi en Seine-Maritime, notamment 2 EPR sur Penly. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution à terme. Didier Marie, vous êtes membre de la Commission des lois. La Commission des lois qui a une double actualité cette semaine. Dans un premier temps, elle entendra le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demain, avant le bureau du Sénat, jeudi, qui doit se prononcer sur vos travaux, sur cette affaire Benalla. Demain, qu'attendez-vous du ministre de l'Intérieur, notamment sur cette crise et ces casseurs de samedi? Tout d'abord, qu'il s'explique. C'est quand même impensable que 1200 à 1500 casseurs occupent Paris, détruisent Paris sous les yeux des forces de sécurité. C'est impensable, inacceptable, et donc il faut que le ministre s'explique. D'autre part, au-delà des explications... Il peut rester encore en poste, Christophe Castaner. On a vu le préfet de police, Michel Delpech, ça, c'est de la responsabilité, qui a été limogé cet après-midi. C'est de la responsabilité du président de la République et du Premier ministre. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est loin du compte. Il doit rendre des comptes et il faut impérativement qu'il nous annonce des mesures permettant d'arrêter ces agissements sur Paris. Et rapidement, sur l'affaire Benalla, vous souhaitez que le bureau poursuivre justement en justice les collaborateurs d'Élysée? Oui, moi je pense qu'il faut aller au bout de ce que nous avons fait. Manifestement, on nous a menti pendant toute cette commission d'enquête. Il y a des omissions, il y a vraisemblablement des éléments qui nous ont été occultés. Il faut la poursuivre. réponse, donc jeudi, lors du bureau du Sénat. Merci Didier Marine, merci d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, je vous propose de réécouter justement les annonces d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui s'est exprimé tout à l'heure et qui souhaite interdire les manifestations en présence d'ultras. Ce sont ces mots dans 3 grandes villes, Paris, Toulouse et Bordeaux. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, les événements survenus à Paris samedi dernier, en particulier sur les Champs-Élysées, sont intolérables et le président de la République a demandé au gouvernement d'apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Permettez-moi d'abord un court rappel des faits. Après les événements du 1er décembre, le gouvernement a mis au point une nouvelle stratégie de maintien de l'ordre pour s'adapter à l'évolution et à la radicalisation des manifestations. Cette stratégie a permis d'obtenir des résultats dès le 8 décembre et les semaines qui ont suivi. Toutefois, l'analyse en profondeur des événements survenus à Paris samedi dernier montre que cette stratégie n'a pas été correctement exécutée et que la conduite des opérations a connu des dysfonctionnements dans certains quartiers. Les polémiques sur l'usage des lanceurs de balles de défense ont conduit à ce que des consignes inappropriées soient passées pour réduire leur usage. La mobilité et la réactivité des forces de l'ordre, leur orientation vers l'interception, très utile en décembre, ont manqué dans la conduite des opérations. Les policiers et les gendarmes que j'ai rencontrés me l'ont pourtant dit. Il ne s'agissait pas de manifestants, mais d'émeutiers, se regroupant sous forme de Black Bloc, dont l'unique intention était de piller, d'incendier, de détruire, de blesser. Et en incendiant, ils ont même pris le risque de tuer. Ces actes sont des actes criminels. La réponse du gouvernement doit donc être forte. Nous allons d'abord renforcer la fermeté de notre doctrine de maintien de l'ordre. Nous voulons bien entendu continuer de protéger le droit de manifester. Samedi, 145 000 personnes en France, dont 36 000 à Paris, ont manifesté pacifiquement pour le climat. Et nous voulons évidemment qu'il en demeure ainsi.
Comme aujourd'hui, lorsqu'une manifestation sera régulièrement déclarée et pacifique, les forces de l'ordre l'accompagneront en liaison avec le service d'ordre des organisateurs. Il n'y aura, s'agissant de ces manifestations, rien de changé. En revanche, nous mettrons en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre les militants des mouvances ultra. Dès samedi prochain, et chaque fois qu'il le faudra, nous interdirons les manifestations se revendiquant des Gilets jaunes dans les quartiers qui ont été les plus touchés, dès lors que nous aurons connaissance de la présence d'éléments ultra et de leur volonté de casser. Je pense bien évidemment aux Champs-Élysées à Paris, à la place Péberlan à Bordeaux, à la place du Capitole à Toulouse. Cela se fera naturellement en concertation avec les maires concernés. Je recevrai demain Anne Hidalgo, la maire de Paris, et le ministre de l'Intérieur recevra demain Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Dans ce cadre, nous procéderons à la dispersion immédiate de tous les attroupements pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi. J'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. En transformant, c'est le deuxième point, les détachements d'action rapide en unités anticasseurs, dotés d'une capacité de dispersion et d'interpellation pouvant être engagés dès les premiers troubles. En recourant, c'est le troisième point, à des moyens nouveaux, les drones, les produits marquants, l'utilisation des moyens vidéo à des fins de manœuvre et de judiciarisation. En améliorant enfin la manœuvre judiciaire, nous placerons davantage d'officiers de police judiciaire au plus près des unités de terrain et nous mobiliserons des moyens supplémentaires de transport pour regrouper les personnes interpellées. Nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens juridiques disponibles. Dès sa promulgation, la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations permettra de renforcer les contrôles aux abords des manifestations, de prononcer des interdictions de manifester à l'encontre des éléments les plus violents, de placer en garde à vue et de poursuivre les personnes qui dissimulent leur visage. Chacun peut aujourd'hui mesurer l'utilité des dispositions que le Parlement a adoptées et j'ai demandé à ce qu'elles soient immédiatement mises en œuvre dès l'entrée en vigueur de la loi. Je ne confonds pas les casseurs et la très grande majorité des Gilets jaunes qui d'ailleurs ne manifestent plus aujourd'hui. Mais j'ai eu l'occasion de le dire. Lorsqu'une manifestation est non déclarée, interdite, qu'elle est organisée pour casser, tous ceux qui participent, qui de facto protègent les casseurs, qui les encouragent ou les glorifient sur les réseaux sociaux, se rendent complices. Ils devront prendre leurs responsabilités. Nous avons organisé un des plus grands débats que ce pays ait connu. Ce n'est pas un hasard si les casseurs se remobilisent alors que le débat est un succès. Ce que veulent ces gens, ce n'est pas le dialogue. Leur seule revendication, c'est la violence. Les manifestants pacifiques doivent prendre leur distance avec ces casseurs. J'ai donc demandé à la garde des Sceaux d'augmenter très nettement le montant de la contravention encourue en cas de participation à une manifestation interdite. Un certain nombre de personnalités, et je mets personnalités entre guillemets, ont encouragé et légitimé les violences et continuent à le faire sans vergogne. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de saisir systématiquement la justice à leur encontre en utilisant les dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale. Enfin, samedi, à Paris, 27 commerces ont été pillés et 124 dégradés. À Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Saint-Étienne, dans bien d'autres villes encore, trop de commerçants, depuis mi-novembre, ont vu leur outil de travail saccagé. Un plan de soutien a été décidé et j'ai demandé au ministre de l'Économie et des Finances de le renforcer. Il reçoit en ce moment même les représentants des commerçants. Par ailleurs, j'ai demandé à l'agent judiciaire de l'État de rechercher systématiquement la responsabilité financière des fauteurs de troubles.
Cette nouvelle stratégie se traduira par des mouvements à la tête de la préfecture de police. Mercredi, en Conseil des ministres, le président de la République nommera préfet de police M. Didier Lallemand, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur, actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. Le ministre de l'Intérieur lui adressera une lettre de mission claire et il lui reviendra de nous proposer rapidement les changements nécessaires dans son équipe. Un dernier mot pour nos forces de l'ordre, pour nos sapeurs-pompiers, dont je veux à nouveau saluer l'engagement et le professionnalisme. Je sais qu'en leur demandant plus de mobilité, nous les exposerons à des contacts plus durs. Je veux leur dire que leur protection sera notre priorité et fera partie intégrante de notre plan et des manœuvres qui seront envisagées. Je sais pouvoir compter sur eux et je sais que même sous la pression, ils continuent de faire preuve de maîtrise et d'exemplarité. J'attends que le pays tout entier se regroupe derrière eux. Je vous remercie.